Je m'appelle Kevin Morin. Je suis conseiller politique à la Fédération québécoise des municipalités. Je suis responsable, entre autres, des dossiers d'énergie et de ressources naturelles. Et comme vous savez, bien, la FQM, ça regroupe plus de 1000 municipalités partout sur le territoire québécois. Et les enjeux liés à l'eau interpellent beaucoup d'entre elles, là. Je traite beaucoup avec des municipalités qui ont des enjeux d'accessibilité à l'eau et pour lequel des projets sont en opération. Donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir une collaboration avec Centro sur ce dossier-là. Lorsque Centro nous a approchés pour faire partie de la tribune des municipalités sur les besoins en recherche sur l'eau, l'FQM a rapidement accepté et on a offert aussi la plateforme pour qu'ils puissent rejoindre l'ensemble des municipalités membres chez nous et partout sur le territoire, là, parce que c'est une préoccupation qui est constante pour plusieurs d'entre elles. Donc, merci à Centro de mettre ce dossier-là à l'avant-plan. D'ailleurs, on aura la chance d'avoir d'autres collaborations là, dans les prochaines semaines, prochains mois avec eux. Donc, je cède la parole à ma collègue Maxime Dandois-Fafard, coordonnatrice d'opération du Centre québécois de recherche sur la gestion de l'eau, qui est aussi l'instigatrice du webinaire. Sur ce, bon webinaire à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Merci beaucoup aussi à la FQM de nous accueillir aujourd'hui sur votre plateforme virtuelle. C'est la tribune des municipalités, c'est quelque chose qu'on avait dans nos cartons depuis longtemps. Donc, la pandémie a recréé malheureusement quelques opportunités et puis celle-ci est l'une d'elles. Donc, on peut réunir plusieurs villes en même temps de façon virtuelle et discuter avec vous. Mais avant de passer au contenu de la tribune, on a deux mots d'ouverture. Le premier, je vais mettre le programme juste ici, deux mots d'ouverture pour cette première tribune officielle. Ensuite, Peter Van Relegem, qui est le directeur de Centro, va venir pour vous expliquer un peu le fonctionnement et les objectifs de la tribune. Puis, on aura une présentation de Simon Barnabé, qui est professeur à l'UQTR, et Serge Cyr, directeur de l'environnement à la ville de Victoriaville, qui vont vous montrer comment c'est possible d'avoir une collaboration efficace entre des chercheurs et une municipalité. Et puis, ensuite de ça, c'est là qu'on va discuter avec vous, on veut vous entendre, on va vous proposer des choses et puis on veut vous entendre là-dessus. Et puis, à la fin, on aura un mot de fermeture par Christiane Pelchat, qui est la directrice générale de Réseau Environnement, un autre collaborateur de la tribune. Donc, sans plus tarder, je céderai la parole à notre premier mot d'ouverture officiel, le keynote speaker, comme on dit en bon français, qui est M. Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec. On est vraiment très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. On sait qu'il y a un horaire occupé. Donc, M. Quirion, je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro, votre caméra. Normalement. La caméra, ça va pour le micro, mais la caméra... La caméra, si je fais Ask to Start. OK. Ah, voilà. Ça va? Parfait, parfait. Je vous laisse toute la place. Merci. Parfait, parfait. Je regarde tout ça. Donc, merci bien. Merci l'invitation. Merci au Centre O. Merci à la Fédération québécoise des municipalités. Très heureux d'être avec vous, même si c'est seulement pour quelques minutes. Là, ça va être assez bref. Quelques mots sur l'intérêt pour nous, là, du côté recherche, de travailler avec les municipalités et bien sûr, dans un second temps, par rapport à toute la problématique de l'eau. Je dois dire que depuis, ça fait près de 10 ans maintenant que je suis en poste comme scientifique en chef du Québec. Et à ce titre, je préside aussi les conseils d'administration des 3 fonds de recherche. Donc, le Centre O est financé en partie par le Fonds Nature et Technologie, dirigé par Janice Bailey. Simon Barnabé est membre du conseil d'administration du Fonds Nature et Technologie. Et je dois dire que depuis peut-être 2 ans, énormément d'intérêt pour nous, au Fonds de recherche, et pour nos chercheurs de travailler davantage avec les municipalités. Vous avez peut-être vu, il y a déjà eu un appel à projet pour des partenariats entre les municipalités et les chercheurs, d'appel à projet du Fonds Nature et Technologie. Nous, depuis environ 1 an et demi, on a aussi des petits déjeuners. C'est sûr, maintenant, avec la pandémie, c'est virtuel, mais des petits déjeuners avec la Ville de Montréal. Donc, on avait commencé ça avec l'Assemblée nationale, le gouvernement du Québec, et la Ville nous a contactés en disant, bien, nous, on aimerait ça aussi. Qu'est-ce qu'on discute, ces petits déjeuners-là? C'est des problèmes, des problématiques, des thématiques d'intérêt pour les élus. Donc, ce sont les élus municipaux qui décident des sujets et nous, on invite 2 ou 3 chercheurs à très brièvement présenter
leur recherche et par la suite, on ouvre aux questions des élus. On a parlé de radicalisation, on a parlé d'eau, on a parlé de forêt, on a parlé de transport, on a parlé d'intelligence artificielle. Donc, ça génère énormément d'intérêt et on voudrait développer, étendre ce modèle-là un peu partout au Québec. On a aussi, vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous, essayé de marier les arts et la science pendant cette pandémie-là et on a démarré le programme COVID Art et plusieurs municipalités nous ont fait des propositions. Finalement, il y en a 9 qui ont été choisis et des artistes ont travaillé avec des chercheurs pour produire des œuvres d'art publiques dans les villes un peu partout au Québec et on est très fiers de ça. On espère être capable d'en faire davantage dans le futur. Aussi, bien sûr, un autre dossier très important sur lequel on travaille fort, c'est tout ce qui est relié aux zones d'innovation que le gouvernement du Québec, une des priorités du premier ministre Legault, veut donc lancer ou annoncer bientôt la création de zones d'innovation. Et on est très présent là-dedans. Et je dois vous dire qu'on travaille très étroitement avec plusieurs villes qui sont impliquées à faire des propositions par rapport à la création de zones d'innovation. Donc, de plus en plus pour nous, les municipalités, c'est là où ça arrive, c'est là où on voit le plus d'action, qu'on pense seulement ici, par exemple, tout ce qui est objectif de développement durable. Ça inclut les changements climatiques, ça inclut la parité homme-femme, ça inclut la pauvreté, l'éducation, etc., etc. Bien sûr, l'accès à l'eau aussi, on est privilégié au Québec, mais quand même. Tout ce qui est ODD est très important pour nous. Et je dis très souvent, là, l'action n'arrivera pas aux Nations unies, n'arrivera pas au gouvernement fédéral, n'arrivera même pas au gouvernement provincial. Ça va arriver dans les municipalités, très près du citoyen. Il faut que les citoyens se sentent impliqués, se sentent concernés pour qu'on soit capable de vraiment changer des choses. Donc, n'hésitez pas, là, si on peut faire davantage avec vous, on est très ouvert et on commence à discuter avec certaines municipalités de stages très pratico-pratiques pour nos étudiants pour aller travailler dans des services municipaux. Du côté de l'eau, bien sûr, le centre eau, une priorité pour nous, tout ce qui est relié à gestion, gouvernance. Donc, lorsque j'ai vu là, que le centre eau créait cette tribune-là, félicitations à tous les personnes impliquées, tous les chercheurs impliqués, et on espère que ça va donner des résultats très concrets. Du côté de l'eau, bien sûr, on a, en plus du centre eau, il y a beaucoup d'activités suite aux inondations qu'on a vécues au Québec il y a quelques années. On a créé le réseau de recherche intersectoriel sur les inondations et on essaie davantage de faire vraiment, d'amener des chercheurs de différentes disciplines à travailler ensemble sur la problématique des inondations. Et le risque maintenant fonctionne bien, implique la majorité des universités québécoises. Le directeur présentement est basé à l'Université du Québec à Montréal. On a aussi, c'est du côté des eaux salées, mais du fleuve, le réseau Québec-Maritime avec l'Institut France-Québec dans le secteur. Donc, c'est aussi un grand projet d'intérêt pour nous. Et là aussi, une approche très multidisciplinaire, très intersectorielle. Et finalement, par rapport à la pandémie, on travaille avec Peter et des collègues là, pour essayer de trouver des façons de convaincre nos autorités d'investir dans tout ce qui est mesure du virus de la COVID dans les eaux usées de nos municipalités. Donc, il y a différentes propositions sur la table et on espère avoir des bonnes nouvelles bientôt de ce côté-là. Mais très certainement, encore une fois, on veut être avec vous, on veut travailler avec vous et j'espère qu'à la suite des discussions d'aujourd'hui, on va pouvoir rediscuter avec les dirigeants du Centre eau et voir comment actualiser certains des besoins, certaines des demandes que vous avez là pour un peu plus d'informations du côté recherche. Et je suis certain que Simon, comme membre du conseil d'administration Nature et Technologie, Simon Barnabé va sûrement nous faire part aussi de discussions que vous allez avoir aujourd'hui. Donc, bonne journée, bonne discussion. Merci beaucoup, M. Quirion. C'est très apprécié que vous ayez pris quelques minutes de votre temps pour nous parler. Donc, notre prochaine allocution se fait de façon asynchrone. C'est la mairesse Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, qui ne pouvait pas être là, malheureusement, en direct aujourd'hui. Mais je vous partage son allocution. Ça devrait fonctionner.
Bonjour, ici Chantal Deschamps, mairesse de la ville de Repentigny. Ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots pour partager avec vous l'importance de préserver notre or bleu qui est l'eau potable. De fait, dans le domaine municipal, on sait comment c'est important d'offrir des services, certes de qualité, mais aussi sécuritaires et innovants. Et c'est sûr que tout le secteur de la gestion n'y échappe pas. Et pour y arriver, je vous dirais que c'est la solution gagnante, c'est d'être associé au domaine de la recherche et de développer ensemble, je vous dis, des procédés innovants. Alors, à Repentigny, je vous dirais qu'au début des années, depuis le début des années 80, on a eu la chance d'être associé à des groupes de chercheurs et ainsi de se doter, je vous dirais, des procédés qui nous ont placés à la fine pointe de la technologie en matière de traitement de l'eau potable. Et au cours des années 90, alors, nous avons aussi eu, dans le fond, l'initiative d'implanter une station de purification des eaux usées par un procédé de biométhanisation. Alors, oui, il faut vraiment que dans le secteur de la gestion de l'eau, alors autant de l'eau potable comme des eaux usées, c'est tellement majeur d'être associé au domaine de la recherche. Et je pense que l'exemple de Repentigny est parlant. Alors, sur ces mots, je vous souhaite vraiment des bons échanges. Alors, on remercie à distance la mairesse Deschamps. Je vais remettre la présentation principale. Donc, nous sommes rendus à vous parler, en fait, c'est quoi la tribune, puis aussi, c'est quoi Centro. Donc, j'inviterai le directeur de Centro, Peter Van Hanegem, à allumer. Et je crois que tu vas partager ta propre présentation. Oui, c'est ce que je vais faire. Bonjour tout le monde, puis je suis très content d'être là, puis d'avoir déjà deux personnes qui vont bien donner une introduction qui montre l'importance qu'on attribue à cette tribune des municipalités et villes. Je vais d'abord glisser un petit mot avec mon petit Kliko qui est, moi je suis un Flamand d'origine, puis aujourd'hui on fête le 11 novembre, puis le 11 novembre c'était toujours quelque chose de spécial pour moi, étant donné que mon père était né à Langemark, près de Passendal, puis je connais bien ce qui s'est passé là-bas. Puis ma ville de naissance, Gand, a été libérée par les Canadiens en 18 et aussi en 44, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai un petit moment émotionnel chaque année que j'ai ça. Puis en plus, je porte cette épinglette ici, et vous le voyez peut-être être porté aussi par Dr Arruda dans chaque fois qu'on le voit sur les conférences de presse. Et c'est l'épinglette qui montre les 17 objectifs de développement durable organisés par l'ONU. Puis je porte ça aussi avec importance parce qu'un des grands enjeux, c'est l'eau. C'est l'objectif de développement durable 6. Et on a jusqu'à 2030 partout dans le monde pour faire le mieux, pour trouver les services optimaux pour nos citoyens. Et vous jouez chacun aussi un rôle là-dedans. Je vais partager mon écran pour expliquer un peu ce qu'on pense faire, ce qu'on propose faire avec la tribune de municipalité et le lien qu'on a avec vos besoins de recherche en eau. Je vais peut-être d'abord expliquer un peu ce que c'est Centro, si je peux avancer ça ici. Je vais mettre moi-même un peu plus petit. Donc, le Centre québécois de recherche sur la gestion de l'eau est un regroupement provincial, puis je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, avec des chercheurs qui sont financés par le FRQNT. Vous avez vu le scientifique en chef du Fonds de recherche de Québec vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, nous, on a la partie nature et technologie. Et ça donne quand même un montant intéressant pour augmenter la collaboration des chercheurs au Québec. La mission de Centro est la suivante, c'est de mettre en œuvre une meilleure gouvernance de l'eau afin d'assurer aux populations une sécurité hydrique face aux changements globaux. Et avec changements globaux, on ne parle pas seulement de changements climatiques, mais toutes les autres choses qui font des changements dans la société qui sont importants. Ça regroupe 9 universités et 2 cégeps. Vous voyez les logos de chacun impliqué ici. Ça regroupe quand même beaucoup de monde. C'est 50 chercheurs réguliers, donc c'est vraiment des professeurs à l'université.
une centaine de chercheurs collaborateurs, ça peut être des gens dans d'autres provinces au Canada, à l'international, ou dans des instituts de recherche ou des compagnies. Presque 300 étudiants gradués, donc des gens qui font la maîtrise, doctorat ou postdoc, et 32 employés qui sont dans les universités qui travaillent sur l'eau quelque part. Et puis, on organise nos recherches dans 3 volets, 3 axes. Un axe qui est vraiment au centre, c'est la gouvernance et la gestion de l'eau. Et on cherche donc un équilibre entre les usages de l'eau et les disponibilités de l'eau. L'usage de l'eau, ça touche les secteurs, donc les villes, municipalités, l'accès à l'eau pour le citoyen, mais aussi les industries, l'agriculture, la foresterie, les mines, la pêche, le transport sur l'eau. Une tribune des municipalités, pourquoi est-ce qu'on avait pensé à ça? C'était un peu déjà dans les idées, mais quand le vérificateur général du Québec a identifié que la gouvernance de l'eau au Québec est déficiente, c'est vraiment un rapport récent qu'on peut vous envoyer si vous ne l'avez pas, et surtout qu'il y a un manque de lien, surtout pour nous, qu'il y a un manque de lien entre le milieu de recherche et les utilisateurs de la recherche, et ça c'est vous. Donc, en répondant à cette demande d'augmenter ces liens, on a l'idée d'instaurer cette tribune pour servir à sonder les municipalités sur leurs besoins concrets en recherche dans le domaine de la gestion de l'eau. Puis vous allez entendre un exemple après ma présentation de quelque chose de concret qui est arrivé. Puis je pense que les chercheurs sont souvent intéressés à faire des choses pour la société, mais ils doivent aussi être stimulés à être demandés sur des questions concrètes auxquelles ils peuvent répondre avec leur expertise. On a fait plusieurs objectifs. On a plusieurs objectifs en tête. Donc, c'est mieux cibler les projets de recherche parce qu'on fait de la recherche à l'université qui peut être de temps en temps loin de ce qu'il faut en pratique, mais on veut connecter les utilisateurs de la recherche et donc faire des recherches plus ciblées. On veut trouver des solutions à des problématiques réelles de gestion de l'eau dans les municipalités et on veut démarrer de nouveaux projets de recherche. Et ce qui est nouveau depuis l'année dernière, c'est que maintenant, on peut chercher des effets de levier. Donc, $1 qui est investi par une municipalité, on peut le doubler ou tripler grâce au fait que maintenant, les organismes subventionnaires comme le CRFCNG, MITAX, FFQT reconnaissent maintenant les municipalités comme des partenaires et donc leur argent investi peut être doublé ou triplé. Ce qui est quand même un bon ajout de budget de recherche. On a fait un sondage rapide pour voir un peu l'idée sur qu'est-ce qui se passe si on propose cette idée de tribune. Ça a été fait cet été. On n'a pas eu énormément de retours, mais les retours étaient quand même importants. Puis on a eu des retours de 12 municipalités de différentes tailles. Ce qui nous a étonné, c'est qu'il y avait 60% des répondants qui n'avaient jamais travaillé avec des chercheurs. Tout se faisait à l'interne. On trouvait des solutions à l'interne ou avec des compagnies, mais pas avec des chercheurs. Par contre, disons 11 sur 12 municipalités montraient un intérêt à discuter au moins avec Centro pour expliquer leurs besoins de recherche et puis trouver des solutions éventuelles. Et ce qui nous a conforté ou confirmé certaines choses qu'on sentait déjà, qui ont été confirmées par les réponses, c'était qu'il y a quand même des freins importants pour travailler avec les chercheurs universitaires. C'est le financement. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Qu'est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent? Ça prend du temps pour développer un projet. C'est long à mettre en place. Le manque de ressources humaines pour développer des projets. Tout doit être fait dans les municipalités, puis il n'y a pas énormément de ressources humaines. Les mécanismes de subvention sont pas clairs et sont complexes. Heureusement, les chercheurs les connaissent normalement assez bien. Ils peuvent vous guider. Et il y a aussi un problème d'acceptation sociale de faire des recherches qui n'ont pas nécessairement les résultats concrets sur le terrain. Donc, le retour d'investissement, il doit être clair. Puis ça fait une des choses qui doit être faite dans la communication qu'on va essayer de mettre en place, que ça devient clair aussi, qu'on peut avoir des résultats concrets rapidement qui sont visibles sur le terrain. Ce qu'on a aussi eu des sondages, c'est une trentaine de problématiques et sujets de recherche qui ont été nommés. Donc, on a une première liste de projets qui pourraient être faits, puis aussi des sujets qui sont complémentaires entre les différentes municipalités qui ont mentionné la même chose. Donc, faire collaborer les municipalités sur un même sujet et trouver donc une solution qui peut être appliquée à plusieurs endroits, ça peut être quand même quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut organiser avec Centro. Ici, j'ai mis Maxine, moi j'ai pas fait ça. Maxine a mis la liste des municipalités qui sont présentes aujourd'hui. Je ne vais pas vous la lire, mais je vous donne un petit moment pour regarder si vous connaissez les collègues
qui sont aussi intéressés à savoir plus ce qui se passe avec Centro, ce qui peut se passer avec Centro. Comment est-ce qu'on propose de fonctionner? Puis tout ça va être discuté. On est très ouvert à vos idées, puis on n'a vraiment pas fixé des choses. La proposition de fonctionnement de la tribune, c'est qu'on organiserait 1 à 3 rencontres par année. Les participants de ces rencontres seraient les employés municipaux et des chercheurs centraux. Et chaque rencontre s'organiserait autour d'une thématique. Et donc, l'idée, c'est donc qu'on envoie l'idée de la thématique avec vos choix, vos désirs, vos besoins. On va choisir ces thématiques. Et ça va être bien sûr important que votre employé qui va être présent ou vos employés qui vont être présents dans cette rencontre soit quelqu'un qui connaît un peu la thématique. Souvent, ce qu'on propose, c'est que ces séances thématiques vont être commencées avec une présentation d'une étude de cas pour activer les cerveaux à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on va avoir la discussion entre les municipalités et les chercheurs en petits groupes pour avoir la diversité des opinions, pour aussi avoir plus de monde qui peut contribuer. Donc, on va les séparer maintenant. Vous commencez à connaître ça un peu dans des salles virtuelles selon les intérêts de chacun. Et aussi, on va regarder que les gens de différentes tailles de municipalités sont quand même ensemble pour qu'ils puissent parler de leurs besoins qui sont peut-être différents d'une grande ville. Avec ça, je pense que j'ai donné suffisamment d'informations pour vous expliquer ce que Centro est et ce qu'on anticipe, nous, ce que la tribune peut être, mais on est très ouvert à vos idées, puis changer complètement parce qu'on veut vraiment travailler avec vous pour avoir des résultats de recherche qui sont utiles pour vous, les municipalités. Puis je pense que je vais retourner maintenant la parole à Maxime qui va passer à la prochaine étape de notre après-midi. Oui, merci Peter. J'inviterai donc Simon Barnabé et Serge. En fait, je crois comprendre que c'est Serge Cyr, directeur de l'environnement de la ville de Victoriaville, qui va commencer. Donc, vous pouvez démarrer vos caméras, partager l'écran et les micros. Juste l'écran qui ne veut pas ouvrir. On t'entend, Serge. C'est bon. OK, tu m'entends. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je sais qu'après moi, Simon Barnabé va vous présenter un PowerPoint très, très complet. Serge, je vais t'interrompre 2 secondes. Simon, tu partages en mode présentateur, ce qui fait qu'on voit seulement... Excusez. Je m'excuse. C'est bon, continue okay. Serge. Donc, avec Simon, c'est bien sûr, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc il va pouvoir vous présenter très, très, très bien qu'est-ce qu'on fait. Moi, de mon côté, je me suis assis et je me suis dit, qu'est-ce qu'une ville aurait besoin de retenir rapidement? J'ai 4 points. Donc, ça donne quoi de faire de la recherche? Je pense qu'en premier, ça nous ouvre des horizons pour trouver d'autres alternatives. On sait que les villes, on est souvent dans le même milieu, dans le même monde, et on vire souvent dans les mêmes choses. Tandis qu'avec la recherche, avec des nouvelles idées, ça nous permet d'être plus novateurs et d'être en partenariat avec différentes universités, différentes industries. C'est très intéressant. Aussi, lorsque le résultat est concluant, bien, ça nous permet de prendre des décisions sur des bases plus solides. Donc, on a moins de risques à prendre une décision parce qu'elle était bien pensée auparavant. Un des objectifs aussi que la Ville a, c'est bien sûr d'être catalyseur, donc de marier ensemble la recherche, l'industrie, les villes, et d'être un levier financier, comme Peter disait tantôt. Donc, ça nous permet, avec un certain montant d'argent, de le doubler et le tripler. D'un côté aussi, un petit peu de terre à terre qu'il faut penser, c'est que la recherche va donner des résultats qui ne sont pas toujours certains. Donc, ça peut être des résultats un peu mitigés ou des fois, ça va être très long pour avoir des résultats. Donc, il faut faire avec ça parce que ce qu'il faut penser, c'est que les résultats d'une étude, s'ils sont beaucoup trop dispendieux à mettre en place ou risqués, bien, la ville peut être tentée de revenir. Sauf que lorsque les résultats sont excellents, bien, je pense que tout le monde se tape dans les mains, autant la ville, la personne qui a fait la recherche et l'industrie. Et puis, je pense qu'en terminant, si on veut innover, on n'a pas le choix de prendre certains risques. Donc, les villes doivent embarquer. Moi, ça fait longtemps qu'on est avec Simon et on a beaucoup de plaisir à bâtir des choses ensemble.
Ça va terminer ma petite allocution. Simon, je te passe la parole. OK, super. Merci beaucoup, Serge. Bonjour à tous. Mon nom est Simon Barnabé. Je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis titulaire de la chaire de recherche municipale pour les villes durables de la ville de Victo. Puis aujourd'hui, on va vous parler un peu de de cette collaboration-là assez étroite entre l'UQTR et Victoriaville. Je pensais commencer avec parler un peu de l'importance de la science et de la recherche pour les villes, mais aussi l'importance des villes pour la science et la recherche. Je vais tout vous expliquer la différence. Après ça, je parle de la collaboration Victo-UQTR, puis je vais finir avec des facteurs de succès pour une collaboration réussie. Fait que je vais vous commencer avec ce graphique-là, avec ce dessin-là. C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'écosystème de recherche et d'innovation au Québec, tel que présenté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Vous avez des universités, vous avez des centres collégiaux de transfert technologique, vous avez des centres de recherche publics, etc. Vous avez beaucoup de monde. Puis au milieu, ils mettent les entreprises, les incubateurs, ces choses-là. Mais en réalité, là, ce qui est au centre de l'écosystème de recherche et d'innovation, c'est les villes, les municipalités, les MRC, bref, vous autres, les citoyens, parce qu'il y a différentes raisons pour ça. Vous êtes vraiment là pour faciliter les partenariats. Des fois, la recherche se fait souvent en partenariat. Vous aidez à développer les partenariats avec des organismes locaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous êtes des rassembleurs, vous êtes capable de rassembler toute la chaîne de valeur des produits ou des technologies qu'on veut développer, par exemple, ou des nouvelles pratiques qu'on veut instaurer. Vous êtes très bon pour ça. Vous aidez au déploiement des résultats dans le milieu parce que vous êtes collé sur les citoyens, puis les véritables utilisateurs de la recherche, c'est les citoyens. Oui, ça peut être des entreprises, mais des entreprises, c'est des employés, c'est des citoyens. Fait que c'est vraiment quand on vous implique directement dans la recherche, vous, les municipalités, les directeurs de services, la direction générale, les maires, mairesses, ça nous aide vraiment à aller chercher l'acceptabilité sociale tant recherchée, tant désirée dans nos projets de recherche, dans ce qu'on veut déployer dans la société. Puis, dites-vous que vous avez le pouvoir d'influencer la recherche et développement dans nos universités, dans nos collèges aussi. Ça, et on l'a oublié, je pense, avec le temps. Par exemple, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, quand on a été créé dans les années 70, il y a un centre de recherche en pâte et papier qui est né de ça, mais c'est parce que les pâtes et papiers étaient très importantes à Trois-Rivières. Puis, ça l'a influencé la recherche à l'université. Ça, on l'a perdu un peu au fil des années. Je pense que c'est le temps de revenir tous ensemble à ce que ça devrait être, c'est-à-dire que les universités, les collèges devraient vraiment être à votre service. Puis cette idée-là d'avoir les villes au centre de l'écosystème de recherche et d'innovation, on n'est pas les seuls à l'avoir, on est plusieurs à le penser. Puis vous avez vu avec le scientifique en chef du Québec que les fonds de recherche du Québec maintenant accordent beaucoup d'importance à ça. On voit vraiment les villes comme des parties prenantes et donnantes de l'écosystème de recherche et d'innovation. On a lancé des programmes de subvention dernièrement, un programme engagement où est-ce on demandait à des citoyens de déposer des projets de recherche, des citoyens sans maîtrise, sans doctorat, vraiment un citoyen, tant et autant qui s'entoure d'une équipe de recherche universitaire ou collégiale. On a le programme Visage municipal qui a été lancé cet hiver, où est-ce que carrément on utilise l'argent de la ville comme levier de financement. Donc, ce n'est pas commun d'utiliser de l'argent public pour avoir des fonds publics, mais maintenant, ça devient de plus en plus populaire. C'est une tendance. Il n'y a pas juste au niveau provincial, les organismes de subvention provinciales qui font ça. Il y a aussi les organismes de promotion fédérale qui le font de plus en plus, comme le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Maintenant, accepte que l'argent des municipalités soit utilisé comme levier de financement. Donc, il y a des changements. Là. On voit vraiment les municipalités, les villes comme des partenaires très importants de la recherche. On en revient à l'importance de la science de la recherche pour les villes. Je pense que Serge Cyr nous l'a bien exprimé.
On est là pour aider les villes à relever les défis, à adresser les enjeux, non seulement environnementaux ou agricoles ou industriels, mais aussi sociaux. Puis on est là pour vous aider dans la prise de décision puis vos actions. Puis bref, je pense que ce rôle-là, cette importance-là, la science et de la recherche pour les villes, on le voit de plus en plus en ces temps de COVID. On se demandait comment réagir au tout début. Puis on a vu que la science est importante, puis que c'est important de se rapprocher de la science. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est promouvoir le rapprochement des villes et des décideurs municipaux avec le savoir. Quand on parle du savoir, c'est université ou autre institution locale d'enseignement ou de recherche. Bon, ça peut peut-être paraître difficile parce qu'on n'a pas des moyens financiers, on n'a pas d'université chez nous ou des affaires du genre, mais ce n'est pas des bonnes raisons. Les collaborations entre une municipalité et le milieu de la recherche sont toujours possibles. Il y a plein de moyens, plein d'outils pour y arriver. Puis aujourd'hui, on va en parler un petit peu. En fait, il y a même des façons pour une ville de fidéliser, voire s'approprier une équipe de recherche. Fait que je vais vous montrer plus tard cet outil-là. Donc, on va commencer avec le cas de la ville de Victoriaville, avec notre collaboration de longue date. Vous avez ici une photo intéressante. Moi, j'adore organiser des événements à la ville de Victoriaville parce qu'on est très bien accueillis. La ville est une très belle hôte pour des gros événements. Puis, par exemple, à chaque fois que j'organise des événements avec des étudiants, la ville nous accueille carrément au conseil de ville. On fait un genre de 5 à 7 avec les conseillers municipaux. Les étudiants, ils viennent signer le livre d'or. Bref, c'est une activité vraiment intéressante d'enracinement des étudiants dans le milieu. Puis c'est toujours très motivant, c'est toujours très. Ça donne un peu une raison d'être à nos futurs chercheurs, si on veut, une raison de vivre. Fait que bref, on a des liens entre l'UQTR, Ville et Victoriaville. Oui, on a un centre universitaire. Ça, quelques villes ont cette chance-là d'avoir des centres universitaires chez eux ou des pavillons. Mais ce n'est pas juste des histoires d'infrastructures physiques. Ça va beaucoup plus loin que ça. Nous, on a la chance à l'UQTR de pouvoir être impliqués dans plusieurs dossiers prioritaires de la ville de Victo. Puis on est aussi impliqué dans son internationalisation. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais en parler un petit peu plus loin. Puis, moi, personnellement, mon équipe collabore depuis quasiment une quinzaine d'années avec la ville de Victo. Au début, c'était souvent avec le service d'environnement de Victo, mais après ça, plus tard, je me suis rapproché davantage de la direction générale, de la mairie. Puis, ça nous a permis vraiment de se rapprocher davantage du milieu, à un point tel que moi-même puis mon professionnel de recherche, on avait un rôle de conseiller scientifique externe à la ville de Victo. Bref, on était disponible en tout temps pour répondre à des besoins scientifiques, à des questions scientifiques. Puis si on n'avait pas la réponse, bien, on avait un bon réseau de contacts pour diriger nos amis de Victoriaville vers les bonnes personnes. Fait que, bref, on parlait au service de l'environnement, la direction générale, la mairie, la Corporation de développement économique aussi. Bref, c'est une évolution intéressante. Donc, ça c'est déjà un bon truc pour se rapprocher des universités. C'est de se trouver un chercheur qui serait prêt à jouer ce rôle-là de conseiller scientifique externe. Là. On ne parle pas de salaire, il n'y a pas question de salaire, c'est du bénévolat. Dites-vous que les chercheurs universitaires, entre autres, doivent faire du service à la collectivité. Il y a différentes façons de voir ça, le service à la collectivité pour un chercheur universitaire, mais à être un conseiller scientifique externe à une ville, pour une ville, ça, c'est du service à la collectivité que je trouve très concret. On a fait plein de projets, des projets qui ne sont pas nécessairement dans. Moi, je suis microbiologiste, OK? Fait que ça a été rarement des projets reliés à la microbiologie que j'ai fait. C'est des projets vraiment centrés sur certains enjeux de la ville de Victoriaville. Puis, moi, j'allais chercher mes collègues ou encore d'autres experts dans le milieu universitaire pour pouvoir venir réaliser avec moi ces projets-là. Par exemple, il y a quelques années, Serge a fait appel à mon équipe pour venir l'aider un petit peu avec sa problématique du réservoir Baudet. C'est là que la ville de Victo prend son eau potable. Puis la problématique, c'est que le réservoir s'envase. Puis dans 5 à 6 ans, bien, il n'y en aura plus d'eau potable. Là. Fait que on est venu un petit peu l'aider, surtout avec des histoires de télédétection, venir prendre des images satellites. Il n'y avait pas encore ça dans son gros dossier.
Puis en passant par l'université, on a réussi à réduire considérablement les coûts pour avoir des images satellites. Fait que, bref, ça a été très pratique pour faire avancer, pour avoir quelques solutions à cette problématique majeure de la ville de Victo. Moi, avec mes contacts, avec mes réseaux, j'ai eu une opportunité de faire un projet sur les écoparcs, les parcs industriels, les écoparcs industriels, parce qu'il y en avait un beau modèle à Victoriaville. Puis on en avait un autre que mes collègues en France sur lequel ils travaillaient. Puis on s'est dit, hey, pourquoi on ne ferait pas un projet avec les deux, faire des comparaisons pour essayer de bonifier chacun des écoparcs. Fait qu'on on a réussi à aller chercher une étudiante en co-tutelle qui était inscrite dans l'Université de Savoie-Mont-Blanc en France, puis à l'UQTR. Puis ça a donné vraiment des beaux résultats. On a publié 3 articles. 3 articles scientifiques. Ça a permis, entre autres, de mettre en valeur dans la communauté scientifique l'écoparc de Victo. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un projet fort sur lequel on travaille depuis un bout de temps. Puis c'est venu le jour où la direction générale de la Ville de Victo m'avait mis au défi, dit Simon, tu peux-tu créer quelques synergies, de nouvelles synergies industrielles dans notre parc industriel? Puis des synergies inusitées, là, genre entre 2 entreprises qui ne sont vraiment pas dans le même secteur. Fait qu'on a réfléchi à ça, puis on s'est retrouvé à valoriser les eaux usées du parc. Puis ça, c'était une autre problématique aussi que Serge m'avait posée à un moment donné. Il y avait de plus en plus d'eau usée à traiter, puis la station commençait à être saturée. La station d'épuration commençait à être saturée. Fait qu'il a trouvé une façon de détourner un peu d'eau usée, spécialement de l'usine de Parmalat Lactantia à Victo, qui avait quand même pas mal de graisse puis qui faisait pas mal de mousse. Fait que c'était pour Serge, il était bien content qu'on trouve une façon de réacheminer ces eaux-là à d'autres fins. Puis, justement, ce qu'on faisait, c'est qu'on a pris des eaux usées du parc industriel de Victoriaville, on les a mélangées ensemble pour produire des microalgues. En fait, c'est un genre de traitement d'eau usée, mais ça nous permettait, entre autres, de générer une biomasse d'algues qui pouvait être valorisée et être utilisée pour faire des produits utilisables localement. Fait que ces algues-là contenaient, entre autres, de l'huile. Fait qu'avec une petite conversion chimique, on était capable de faire des biosurfactants, des ingrédients verts pour la compagnie Sanimark, qui est un manufacturier de produits de nettoyage industriel. Puis, groupe Sanimark, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à 1 kilomètre de Parmalat. Fait qu'on on avait réussi à créer d'une certaine façon une nouvelle synergie, une nouvelle symbiose industrielle entre 2 entreprises qui ne sont vraiment pas dans le même domaine. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Puis quand on travaille avec les algues, qu'on extrait des huiles, il y a toujours un résidu au travers de ça. Fait qu'on avait une voie pour valoriser ces résidus-là, puis essayer d'en faire des carburants renouvelables pour la flotte de véhicules lourds de la ville de Victo ou encore des compagnies de gestion de matières résiduelles locales. Bon, ces projets-là, tu sais, c'est pas ce fameux projet Vertec-là n'a pas donné quelque chose de rentable pour diverses raisons. Cependant, ça a eu un paquet de retombées indirectes, si on veut dire. Au niveau de la formation, au niveau du rayonnement, on a entendu beaucoup parler de ce projet-là dans les médias. On a eu beaucoup de prix. Ça a été à l'origine de plusieurs organisations de gros congrès, le fameux Forum sur le développement durable de Victoriaville. Bien, toute la recherche qu'on a faite a souvent été mise en valeur, a souvent initié des thématiques au niveau de ce fameux forum-là. On a eu de la formation d'étudiants qui ont été directement financés par la Ville de Victo. Il y a eu vraiment des choses vraiment intéressantes qui s'est faites. Fait que, grosso modo, les contributions de la Ville de Victo pour les projets de recherche, là, il y en a plusieurs, mais je vous en mets 3 importantes. Je vous l'ai dit au début, c'est des facilitateurs dans le développement des partenariats entre l'université, les entreprises et d'autres organisations locales. En d'autres mots, moi, je me rappelle, dans le temps, ça pouvait me prendre plusieurs rencontres pour développer un partenariat avec une entreprise ou une quelconque organisation. Tandis que quand j'amenais, par exemple, le directeur général à ma première rencontre de développement de partenariat avec une entreprise de Victo, en 15 minutes, c'était réglé. J'avais le partenaire et j'avais même l'argent du partenaire. Fait que vous voyez un peu l'avantage d'avoir une proximité entre
les décideurs municipaux ou même les élus municipaux avec l'université. Il y a aussi de l'argent d'amorçage, du seed money pour démarrer de la recherche. Vous êtes pas obligé, la ville n'est pas obligée de mettre des gros montants d'argent, mais si la ville met un petit montant d'argent, il y a de fortes chances qu'une une des entreprises championnes locales mette le même montant d'argent. OK? Fait que ça, c'est très pratique. Fait que c'est juste le petit argent de départ qui nous permet d'aller chercher plein d'autres argent, que ce soit au niveau des entreprises locales, que ce soit au niveau des subventions. Fait que, bref, c'était des choses intéressantes. Aussi, il y a le fameux organisme ITAX qui donne des bourses, entre guillemets, industrielles, qui ont ouvert leur programme aux municipalités. Fait que moi, je me rappelle, dans le temps, j'avais bénéficié de ce programme-là. Puis j'avais réussi à avoir une bourse MITAX financée par la ville de Victo. Puis ça n'avait pas coûté trop cher à la ville de Victo. Puis j'avais mon étudiante au doctorat durant 3 ans avec ce soutien financier-là. C'était vraiment le fun. Puis un autre point intéressant, la division des communications. Nous, comme professeurs universitaires, oui, on a notre service des coms, mais souvent, le service des coms est occupé à bien d'autres choses, à plus éteindre des feux qu'à valoriser les résultats de leurs professeurs. Fait que moi, j'ai souvent fait appel à la division des coms de la ville de Victo pour faire valoir, pour faire rayonner les projets, mes étudiants, etc. Puis ils ont toujours été très ouverts là-dessus. C'était vraiment intéressant. Puis elle soutient aussi la direction générale pour l'organisation d'événements, pour le réseautage. Ça a toujours été quelque chose d'intéressant. Par exemple, si Victo organisait un gros événement, il s'assurait tout le temps que l'UQTR soit dans le comité organisateur, moi ou un de mes collègues. Puis on s'assurait tout le temps aussi d'avoir des étudiants bénévoles pour la logistique des événements. Là, il n'y a pas nécessairement. Oui, il y a des retombées. Il peut y avoir des retombées pour la ville, mais comme disait mon collègue Peter, c'est pas toujours on ne les voit pas tout le temps concrètement sur le terrain. Mais c'est important de voir les retombées aussi, disons, indirectes de la recherche. Il y en a une intéressante, puis ça, je planche beaucoup là-dessus. C'est qu'en travaillant avec Sanimark, en faisant de la recherche en démarrant de la recherche en 2014 avec Sanimark, eux autres, il y avait seulement un chargé à l'innovation en 2014. En 2017, il était rendu une dizaine de chercheurs avec des techniciens. Il avait recruté des étudiants de l'UQTR, il avait recruté des étudiants de d'autres universités. En d'autres mots, la recherche leur a permis de s'ouvrir à l'innovation. Maintenant, Sanimark, il s'aperçoit, coudonc, on met 100 000 de côté dans notre budget de R&D, puis on est capable d'aller chercher avec les universités et les collèges au-delà de 900 000 de subventions. C'est incroyable. Ils ont réalisé ça, puis ils se sont montés une belle équipe de recherche. Puis maintenant, ils parlent d'agrandir le siège social. Il y a une question d'agrandir le siège social. Ce n'est pas juste pour la production, c'est aussi pour agrandir les locaux de recherche-développement de la compagnie. Puis ça, c'est intéressant pour la ville parce que c'est une façon d'attirer des cerveaux. C'est bon. Vous savez c'est quoi l'attrait et la rétention des compétences? Bien, c'est ça. C'est une façon. Quand une entreprise réussit à s'ouvrir à l'innovation, comme Sanimark a fait, bien, vous avez des super belles retombées pour la ville. Il y a environ 2 ans, on s'est dit, bon, comment on peut pousser notre collaboration à un autre niveau? Ça nous tentait on a bien vu que on aimait ça qu'il y ait d'autres histoires de succès comme Sanimark, par exemple. Fait qu'on s'est dit, on devrait aller un petit peu plus loin. C'est comme ça qu'on a monté un nouveau modèle de chaire de recherche universitaire ou collégiale. Mais au lieu d'appeler ça des chaires de recherche genre industriel, parce que normalement, dans le monde des chaires de recherche, vous avez différents types de chaires de recherche. Vous avez des chaires de recherche du Canada qui sont attribuées à des chercheurs pour qu'ils deviennent le meilleur dans son domaine. Bon. Vous avez des chaires de recherche industrielle, ça le dit, c'est des partenaires industriels qui financent une équipe de recherche pour leurs enjeux spécifiques. On s'est dit, hey, pourquoi on ne pourrait pas simplement faire une chaire de recherche municipale? C'est-à-dire qu'une ville paye une équipe de recherche pour ses enjeux vraiment juste à elle. Là. Fait que, bref, on a débarré ça, ce projet de chaire de recherche municipale-là. Puis vraiment, l'idée, c'était que la ville s'approprie une équipe de recherche universitaire.
À ce moment-là, la chaire devient un genre de service, un bureau de recherche et développement pour la ville. Le titulaire devient genre le conseiller scientifique. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on trouvait fortement intéressant. Ce n'est pas toutes les villes là, qui peuvent se payer qui peuvent se payer un bureau de recherche. Là. Les grands centres urbains, Ville de Québec, Ville de Montréal, Ville de Gatineau, ils peuvent se le permettre, mais les villes de taille intermédiaire, les petites municipalités ne peuvent pas se le permettre. Donc, il faut se trouver d'autres façons de s'approprier des équipes de recherche. Fait que, bref, c'est de l'accompagnement scientifique qu'on fait, non seulement pour la ville, mais aussi ses organisations de développement économique et peut-être aussi ses partenaires. On se sert de la chaire pour arrimer les différentes visions, celle de la ville, celle des entreprises locales, celle de l'université aussi. On l'utilise aussi comme un outil de communication pour que la ville puisse parler à ses entreprises, pour que la ville puisse parler aux universités locales, aux institutions locales, etc. On est là aussi dans l'élaboration de réalisation de projets mobilisateurs. Par exemple, on a entendu Rémi Quirion tout à l'heure, scientifique en chef du Québec, parler des zones d'innovation. Bien, ma chaire a été créée un peu dans cet esprit-là. Simon, tu vas animer avec ta chaire le futur projet de zone d'innovation de la ville de Victo. Fait que moi, je me suis retrouvé dans la conception du projet. J'ai commencé déjà à animer la zone d'innovation, même si ce n'est pas financé. On a commencé un paquet de choses, puis c'est ça. Bref, c'est le genre de choses qu'un chercheur peut faire si vous réussissez à bien vous l'approprier. Une chaire de recherche, ça le dit, c'est de la recherche, donc il y a une programmation scientifique. Mais dites-vous, la programmation scientifique est flexible tant et autant qu'elle se fasse en adéquation avec le plan d'action, le plan stratégique de la ville en vigueur. Par exemple, moi, ma chaire est complètement connectée à la vision 1727 de la ville de Victoriaville, un document qui avait sorti en 2017. Puis ma chaire est vraiment, elle est là pour réaliser les objectifs de cette vision-là. Bon, j'ai parlé de la rétention et l'attraction des compétences, offrir offrir aux étudiants une chance de collaborer étroitement avec le milieu, d'accord. L'animation scientifique, je vous en ai parlé, mais aussi, tu sais, l'animation scientifique se fait, bien entendu, dans l'esprit non seulement d'animer la ville, là, mais aussi d'imprégner une certaine culture scientifique aux citoyens, entreprises locales, employés, décideurs municipaux, puis ouvrir tous ces gens-là à l'innovation en les connectant aux institutions. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on fait de l'animation. Puis aussi accompagner la ville partenaire dans ses démarches d'internationalisation. Il y a vraiment beaucoup d'avantages, je vous le dis. Si vous partez en mission, quand vous faites des missions internationales, là, ou une ville ou plusieurs villes ensemble, amenez-vous toujours un groupe de chercheurs. 4 à 5 chercheurs, là, vous allez voir il peut y avoir tellement plus de collaboration qui peut se développer avec la ville que vous allez visiter, avec les gens que vous allez visiter. C'est incroyable. OK, ça, je pense que une délégation d'une ville à l'international doit toujours avoir son petit groupe de chercheurs. Cette chaire-là a été initiée, c'est un gros montant, c'est 100 000 par an, mais il y a quand même, plusieurs projets associés à ça. Puis dites-vous que cet argent-là, c'est une mise de départ parce qu'avec cet argent-là, moi, je peux facilement, avec des centres collégiaux de transfert technologique, avec différents organismes subventionnaires, de le doubler, de le tripler. Je suis capable de me rendre à environ 300 000 par année de frais de fonctionnement avec cette chaire-là. Au niveau de la gouvernance, c'est un comité aviseur qui est constitué, entre autres, des décideurs municipaux, spécialement la directrice ou le directeur général. Ça peut être le maire, tant mieux. C'est encore plus fun quand le maire ou des élus municipaux sont là. Des directeurs de services, puis des entreprises locales, puis aussi, bien entendu, l'université partenaire. Bon, là, je vous ai parlé de la chaire. C'est un outil intéressant à réfléchir. C'est sûr qu'il faut peut-être avoir les moyens, mais ça vous donne une idée un peu du rapprochement et de tous les avantages qu'il peut avoir quand une ville réussit à bien se rapprocher d'une université. Fait que il me reste 2 diapos pour terminer. Voici quelques facteurs de réussite. Je ne les ai pas toutes mis parce que j'en aurais long à dire, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est évidemment le climat de confiance et de réussir à avoir une relation de complicité entre le ou la chercheuse et les directeurs de service ou la direction générale ou la mairie. Okay, je pense que ça, c'est important. Moi, oui, ça fait longtemps que je travaille avec la ville de Victoriaville, mais ce climat de confiance-là, je l'ai quand même eu assez rapidement.
Puis, ça a commencé avec Serge Cyr, puis après ça, ça s'est retrouvé au niveau de la direction générale. Fait que à ce jour, j'ai rencontré 3 directeurs généraux de la ville de Victo. Puis, j'ai réussi à maintenir, si on veut, mon climat de confiance, ma relation privilégiée, mais malgré le roulement de directeurs généraux qu'il y a eu. C'est ça, donc c'est des contacts directs entre la direction générale de la ville et les élus municipaux. Ça, je pense que c'est important. Je vais toujours me rappeler au tout début, de mes relations avec la ville de Victo, le directeur de la ville, à un moment donné, me disait « Simon, assis-toi à telle table ». Il y avait un genre de dîner spécial là, avec M. le maire et tout ça. Là, il m'assoit à une table. Je n'ai jamais eu un aussi bon réseautage que j'ai réussi à me faire connaître par certaines gens du milieu, par des champions locaux de cette façon-là. Puis, tu sais, c'est un peu ça ça prend pas tant de choses que ça, créer un climat de confiance, une relation avec un chercheur universitaire, vous l'aidez. Par exemple, juste en le connectant, vous l'aidez à développer son réseau, puis il va vous être reconnaissant toute sa vie, je peux vous le dire. C'est ça, donc faire connaître l'équipe de recherche des personnes clés de la ville, les entreprises, organisations locales, puis impliquer l'équipe de recherche dans l'organisation d'événements majeurs dans la ville. Ces 3 choses-là que je vous présente là, c'est des choses qui ne sont pas très difficiles à faire. Il s'agit bien entendu d'identifier déjà un chercheur, une chercheuse. Puis, vous pourriez être surpris, vous en avez peut-être déjà, vous en avez certainement déjà qui connaissent votre ville et qui travaillent avec certains de vos employés. Fait que vous pouvez commencer par ces chercheuses ou ces chercheurs-là. Participer à des missions internationales et inclure les chercheurs dans la délégation de la ville, je pense que ça aussi, c'est quelque chose de facile à faire. Bon, fait que pour conclure, je réitère l'importance que les universités et les collèges ont intérêt à collaborer avec le milieu pour faciliter le déploiement des résultats et de l'innovation et vice-versa. Les villes doivent saisir les opportunités de collaborer avec ces institutions locales, participer directement à la recherche, le développement et le transfert des innovations. Vos enjeux doivent nous inspirer et ça, c'est très important. Bref, vous occupez une place centrale dans l'écosystème de recherche et d'innovation. N'oubliez pas ça. Puis vous avez vu, le scientifique en chef, il a dit qu'il y a beaucoup des solutions aux problèmes du monde. Ça ne sera pas au niveau des gouvernements que ça va se faire, peut-être même pas au niveau des entreprises, ça va se faire directement au niveau des villes. Fait que vraiment, toutes ces histoires de villes durables, villes résilientes, c'est super important. Puis elles le sont quand elles sont étroitement reliées à la science. Essayez de vous approprier une équipe de recherche si ce n'est pas encore fait. Informez-vous auprès de vos collègues. Vous pourriez être surpris des collaborations existantes avec le milieu universitaire et collégial. Voilà, j'ai terminé. Maxine. Merci, Simon. Il nous reste 7 minutes. S'il y a des gens qui ont des questions pour Serge ou pour Simon, vous pouvez seulement lever votre main avec l'outil. Je pense que comme Carl vous l'a expliqué tout à l'heure, ou seulement écrire votre question ou votre intention de poser une question dans la boîte de clavardage. Je peux vous laisser quelques minutes si jamais il y a des... Peut-être je peux compléter. Félicitations, Simon, pour ta présentation. C'est très intéressant et encore inspirant quand même qu'on parle de Victoriaville. Là. Moi, j'étais en train de rêver tantôt, lorsque tu parlais, je me suis dit, on est peut-être une vingtaine de villes à regarder ta conférence. Si chaque ville prenait le temps de faire ce que tu mentionnes, pour aller chercher un petit projet dans chaque ville et par la suite se rencontrer ensemble, les 20 villes, et partager nos projets. Tu peux penser que là, tu viens de multiplier tout ce que tu as dit par 10, 15, 20, 100. Donc ça, je pense que ça serait réellement intéressant de penser à faire ça. Là. Yes. On aime évidemment tous l'idée aussi de toujours se traîner une petite équipe de chercheurs en voyage. Quelle merveilleuse idée lorsqu'on pourra voyager à nouveau. Je ne vois pas de questions pour le moment, mais il sera toujours temps de les poser là, dans la boîte de clavardage si jamais. Et puis, on passerait à la suite de la présentation avec Peter Van Reken qui va revenir nous expliquer un peu, encore une fois, le fonctionnement de la tribune, mais aussi surtout comment on envisage les prochaines rencontres, parce qu'aujourd'hui, c'est une rencontre introductive, mais ce ne sera pas comme ça chaque fois. Donc, Peter, je te laisse la parole. Oui, j'aimerais savoir d'abord, est-ce qu'on peut voir plus de monde que seulement les panélistes? Parce que moi, je vois seulement les 9 personnes qui se trouvent dans
Oui, la tu dois partie, cliquer sur Attendees à droite de panélistes et tu devrais voir les gens Où ça? dans participants. Oui, je peux voir, mais je ne peux pas voir. Oui, je peux voir la liste de participants, mais je ne peux pas voir les gens quand ils parlent ou pas. C'est ça? Ah, ben, si ils peuvent. Ben, normalement, oui. C'est ça. Si tu Parce que arrêtes moi, ton j'aime partage voir les d'écran. gens Oui. aussi quand ils parlent. Je préfère parler avec des personnes au lieu des lettres. Donc, je vais peut-être partager de nouveau mon écran. C'est ça l'idée, Oui. hein? Bon, je vais d'abord le mettre en... Excusez-moi. Partage d'écran. C'est celui... Ici. Bon, vous le voyez, j'espère? Oui. OK. Merci, Maxine. Donc, on va passer à la partie finale, surtout la partie discussion, parce que je ne vais pas parler trop de calendrier, parce que je vais d'abord vous écouter. Si je peux activer la prochaine acétate. Oui. Donc, ce qu'on avait discuté en préparation de la réunion aujourd'hui, on avait réfléchi c'est quoi la thématique possible qu'on pourrait organiser, puis on a organisé un atelier, ce serait le 26 janvier, 13h45, et on parlerait de la source au robinet, et donc toute la problématique d'approvisionnement en eau potable. Et avec l'exemple de cas, puis je pense que François Pour est présent, il pourrait en parler un peu s'il veut. Donc, c'était l'analyse de vulnérabilité des sources, le sédiment, la qualité de l'eau, le traitement, la distribution de l'eau, mesures d'urgence. Je pense que presque tous les municipalités ont la même problématique, différents enjeux, bien sûr, mais certainement un sujet de discussion qui pourrait amener à des projets, des besoins de recherche qui peuvent être comblés par des chercheurs qui assistent à cette première discussion. Donc, la proposition, c'est qu'on pourrait prendre ça. Puis la date, on a déjà organisé avec l'FQM pour que ce soit possible de le faire. Puis les trois autres sujets qu'on a discutés entre nous, c'est, et nous, ce n'est pas les chercheurs seulement, c'est aussi des gens des municipalités, c'est les infrastructures urbaines en eau. Donc, investir pour la relance du Québec. On sait qu'il y a peut-être de l'argent qui va venir de nos gouvernements pour faire la relance de l'économie au Québec et au Canada. Donc, on sait tous qu'il y a des problèmes de gestion des actifs. Il y a le vieillissement des infrastructures qui ne fait que continuer. L'économie d'eau potable qui a des effets sur les infrastructures urbaines, la gestion des eaux pluviales avec les changements climatiques qui vont influencer la façon qu'on doit les gérer. Une troisième thématique qu'on a mentionnée, c'est au niveau milieu rural. On parle de drainage agricole, les pesticides et qualité d'eau. C'est quand même tous des enjeux qui sont dans le public que vous êtes certainement confrontés avec. Les conflits d'usage, l'irrigation, la sécheresse. On sait que le changement climatique va augmenter les périodes de sécheresse prolongées. Ça peut avoir vraiment un problème, peut avoir une incidence sur la façon que le milieu rural va réagir à ça. Puis finalement, comme plein de monde parle, quand on parle d'eau, on parle d'inondation, on parle de changement climatique, on parle de contrôle des débits, on parle d'étiage, sécheresse. Donc, l'enjeu de changement climatique qui est certainement dans vos têtes, c'est clair qu'on pourrait avoir un bel atelier avec plein d'idées, puis avec des petits projets qui sortent où on peut résoudre une certaine problématique qui est présente chez vous. Mais le plus important, c'est, je veux entendre vos commentaires, vos idées, et j'aimerais vous passer la parole, puis j'espère que vous parlez, parce que sinon, on va finir très tôt. Puis, ce n'est pas l'idée. On veut vraiment que cette tribune des municipalités et villes soit quelque chose où les gens parlent, parce que c'est nous, les chercheurs, qui doivent écouter et répondre après qu'on vous a entendu. Je vois que j'espère qu'il y a des réponses dans le chat, il y a des réponses. Maxine, est-ce que tu peux voir, c'est Chantal Denis qui a demandé quelque chose? Ben, en fait, je pense que Simon a peut-être répondu à une déjà question que nous, on n'a pas vue. OK. Si tu me permets un petit commentaire, je pense que ça va être très intéressant. Oui, je vais arrêter le partage parce que je pense que c'est plus important qu'on se voit, que vous avez l'idée de thématique. On a 4 en tête, mais vous avez aussi entendu qu'on va faire quelques ateliers par année. Donc, si on a déjà 3 l'année prochaine, on va déjà couvrir pas mal de surface, pas mal d'enjeux, mais ils sont très flexibles à changer selon vos intérêts.
Vas-y, Serge. Oui, Peter, ce que je disais tantôt, c'est que l'économie d'eau potable, ce que toutes les villes travaillent, on est resté surpris dans un nouveau développement dans lequel on a beaucoup d'habitations durables, le programme de Victoriaville sur des maisons vertes. Là. Et on s'est ramassé avec un problème. Il n'y a pas assez d'eau qui sort des maisons. Oui. Et les sédiments déposent dans les tuyaux d'eau usée. Donc, tu sais, c'est des choses qui arrivent qu'il faut partager parce que finalement, on se ramasse qu'il va falloir peut-être penser à avoir des pentes différentes ou faire ça autrement. Donc, tu veux sauver de l'eau, mais des fois, ça fait d'autres choses. J'ai un très bel exemple dans la ville de Laval. J'ai entendu ça dans un symposium de réseau environnement. Ça fait quelques années où ils avaient remplacé toutes les toilettes par les toilettes à bas débit. Puis après une semaine, ils ont retourné toutes les vieilles toilettes parce que ça colmatait partout dans la tuyauterie des maisons. Parce que c'était prévu pour un certain débit. Donc, toute cette problématique-là avec la consommation d'eau réduite fait aussi que, par exemple, dans les conduites d'eau potable, que l'eau traîne plus longtemps dans la conduite avec des problèmes de qualité de l'eau. Et de la même façon, les conséquences dans le réseau d'égouts, c'est pas négligeable non plus. Donc, regardez, c'est des choses comme ça en complet, mais aussi en ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver. On peut en discuter pleinement dans un atelier. Et puis, la tribune de municipalité, comme tu indiques, Serge, ça peut être aussi un partage de connaissances, un partage d'expérience. Parce qu'en parler, ça veut dire qu'il ne faut pas vivre la même chose chez vous avant que vous le savez que ça s'en vient. Exactement. Merci, Serge. Donc, les villes présentes, n'hésitez pas, là, on a François Tremblay qui est là, qui lève la main. Donc, je donne le droit de parole. François, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour, François. Donc, félicitations, c'est super intéressant. Je suis vraiment emballé là, de voir tout ce qui s'en vient. Moi, ça fait 2 ans que je suis arrivé à Saint-Jérôme. C'est une de mes priorités numéro 1 qui était de m'associer à des différentes études, donc avec des étudiants. Ce que j'ai fait, donc dans les premiers temps, j'ai fait venir des étudiants à la technique de l'eau, donc faire leur projet de fin d'études. Ça a été une première étape. Là, je m'en vais vers, on va dire, des études plus intéressantes, plus costaudes, si on veut. Et là, l'enjeu que j'ai, c'est les ententes. Donc, on a un travail à faire au niveau de nos services, au niveau du greffe, au niveau de la direction générale, parce qu'il faut être plus flexible. À un moment donné, quand on a un étudiant qui commence sa session, c'est pas dans 6 mois qu'il faut signer l'entente. C'est là. Donc, il y a cet enjeu-là qu'il y a beaucoup de sensibilisation auprès des élus, d'être un peu plus rapide là, pour pouvoir signer des ententes. Fait que c'est un petit peu ça mon objectif. Puis, il faut réussir en tant que ville, sensibiliser, puis tout de suite mettre des processus. Fait que c'est sûr, évidemment, quand on a une entente avec une chaire, ainsi de suite, là, c'est sur 2, 3 ans. On n'a plus besoin de re-signer un coup que c'est fait. On peut faire des projets à répétition et ouvrir et s'ouvrir à des champs différents. Mais là, c'est là, la roue, j'essaie de la partir là, pour leur donner l'idée que c'est très intéressant. Les retombées sont présentes. Là. Mon expérience aussi, c'est que c'est la première fois quand on travaille avec une ville, ça va être plus difficile. La première fois, il faut quand même savoir comment une université fonctionne, etc. Donc, les villes ne connaissent pas ça. Mais dès que la première entente a été faite, les prochains, ça va tellement plus rapidement parce que la papeterie a déjà passé une fois par le système, puis ça fonctionne quand même. Puis le plus qu'on fait des ententes comme ça, le plus qu'on peut partager que ça vaut la peine de le faire, que la confiance s'installe. Comme Simon l'a dit, c'est la confiance qui s'installe. Puis au début, ça commence avec un étudiant. Puis après, c'est un petit projet qui est facile à mettre en place. Puis le travail qu'on fait ensemble fait que finalement, les collaborations s'avancent aussi. Il faut aussi voir que les universités ont aussi eu de l'apprentissage à faire pour comprendre comment les villes fonctionnent. Moi, je connais la personne qui fait les contrats avec moi. C'est clair que la première fois, c'était pas évident pour elle aussi non plus pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'elle fait des travaux avec les industries, mais c'est différent avec des villes, donc il y a quand même des choses à apprendre des deux côtés. Puis ici, Centro peut aider là-dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont fait des travaux avec des villes, municipalités. C'est clair qu'on va partager aussi ces expériences.
Simon, si tu veux peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Mais merci François de faire ce travail-là pour démarrer des choses. Très important. OK, oui, bien, ce que je peux rajouter, on peut être surpris aussi. Les universités ont beaucoup d'agents sur le terrain, mais c'est les agents ne parlent pas toujours aux bonnes personnes. Ils parlent aux chambres de commerce, ces affaires-là. Mais si vous réussissez à trouver ces agents-là d'université, eux autres, ils peuvent faciliter les ententes aussi, là. Ils sont habitués de rédiger des ententes avec les. Moi, je sais que l'UQTR, nos agents sur le terrain se retrouvent tout le temps dans les chambres de commerce, là. Mais moi, je leur dis tout le temps, il n'y a pas juste les chambres de commerce, là. Promenez-vous, là, puis c'est assez de trouver les bonnes personnes comme toi, François, là, par exemple, là. Oui, c'est souvent comme ça. On a une question, ça va s'adresser probablement à Peter ou Simon, une question, je crois, de la mairesse de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Chantal Denis. Ah, la question a disparu. Oui, c'est ça, c'est de savoir quelle est la démarche à faire pour une entente avec un ou des chercheurs. Est-ce que Madame Denis, vous voulez intervenir à l'oral? Oui, si c'est possible. Parfait. Oui, c'est toujours bien. Merci. OK. Bonjour. Alors, ben, c'est ça. Moi, je suis très intéressée par ce que vous dites là, parce qu'on n'a vraiment pas les moyens habituellement d'aller chercher des professionnels comme des ingénieurs. Tout ça, c'est toujours compliqué, à moins d'avoir des subventions. Donc, on a certaines problématiques. Mettons, je donnerais comme exemple avec les eaux usées. Il y a des surverses qui ne sont pas quand même énormes, mais qui existent, puis qui nous inquiètent parce que ces déversements-là se font dans la rivière Richelieu où on prend notre eau potable. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une eau déjà au départ qui est d'une qualité quand même acceptable et non pas qu'il y ait des surverses qui se passent dedans, tout au long du Richelieu, à partir du lac Champlain. Alors, c'est ça, je me demandais s'il y avait peut-être une ressource qui pourrait peut-être nous aider dans ce domaine-là. Et j'ai ma municipalité voisine en face de l'autre côté du Richelieu qui, elle, avec qui on a une usine de traitement des eaux usées là, ensemble, mais elle est située sur le territoire de Saint-Denis. Et il y a une usine de produits alimentaires qui traite beaucoup de légumes, là, et puis qui fait des rejets énormes aussi dans l'usine de traitement des eaux. Donc, c'est toute une problématique complexe qui va demander qu'on trouve des solutions à ça. De plus, il y a le pluvial aussi qui n'a pas été fait partout dans notre municipalité. Je pense que ça doit être le cas de beaucoup de municipalités. Nous autres, c'est une municipalité de 270 ans, mettons, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des rues qui ont le pluvial, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Puis dans les rues où il y a des nouveaux développements, on a vécu aussi la problématique des tuyaux qui deviennent bouchés à cause du calcaire, le sanitaire. Ouais. Fait que vous voyez, c'est beaucoup de problématiques reliées aux eaux usées. Et c'est ça. J'aimerais ça savoir comment on fait pour s'associer avec des chercheurs qui seraient intéressés par ce sujet-là. Je dirais d'abord que je suis certain que ces enjeux reviennent dans plusieurs endroits. Oui. Donc, on peut bien sûr aller regarder pour une situation, mais je pense que sans trop, ce serait mieux si on pourrait mettre des gens ensemble, des municipalités ensemble qui ont une problématique similaire, puis peut-être seulement aller vérifier c'est quoi les problématiques qui existent, c'est quoi les prioritaires, et est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées dans d'autres municipalités qui peuvent être transférées chez vous. Puis c'est clair que les chercheurs ne vont pas implanter des choses, ils ne vont pas construire des choses, ils vont trouver la façon de faire, puis après ça va être aux consultants, etc., de l'implanter. Mais mettre ensemble des gens avec les mêmes enjeux et mettre ensemble avec eux des chercheurs qui connaissent un peu la situation, qui ont du vécu, ça peut donc démarrer une approche scientifique qui peut amener après à faire un inventaire, faire des analyses, parce que les universités les chercheurs sont quand même bien capables de faire de l'expérimentation, de faire les analyses, de faire des suivis pour caractériser la problématique qui existe chez vous. Puis après, ils vont certainement avoir des connaissances sur quelles solutions existent.
peut-être donner des opinions, puis chacun des experts a peut-être une autre opinion, mais vous allez voir quand même des opinions qui vont être alignées. Puis après, vous pouvez aller plus loin, bien sûr. Ben, c'est bien. Donc, par exemple, cette liste de besoins, vous en avez mentionné 5 en 3 minutes, là. Oui. Mais c'est des choses qui vont revenir. Vous allez voir, quand on met ça ensemble, les enjeux, ils vont revenir. Ça va être peut-être à nous de les organiser, de les structurer pour que finalement, on peut organiser des ateliers ensemble avec les villes, municipalités qui ont le même problème pour discuter, pour aller plus loin. Puis ça, c'est vrai, exactement ce que Centro pourrait faire et pour laquelle la tribune peut jouer son rôle chez vous. Simon, C'est bien. tu es d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Puis en créant ces petits groupes de discussion-là, c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier les chercheurs qui travaillent dans le domaine aussi. Là, après ça, vous prenez leur nom, puis là vous communiquez avec eux. Puis s'ils ne vous répondent pas, vous nous le dites pour qu'on les encourage à vous répondre. Et l'autre chose, bien sûr, c'est que s'il y a plusieurs municipalités qui ont le même problème, on peut attaquer le problème avec plus de moyens. C'est clair que si vous êtes seul, puis chacun fait ça seul, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la masse critique pour faire quelque chose. Parce que si vous voulez caractériser certaines choses, il faut avoir quand même, il faut investir un peu d'argent, puis c'est comme ça qu'on peut trouver l'argent ensemble pour faire ces choses-là. Puis surtout l'effet levier que Simon et moi avons mentionné, il y a maintenant des possibilités de résoudre des problèmes avec un peu d'argent des municipalités, peut-être avec une compagnie qui est intéressée parce qu'elle voit quelque part dans le futur qu'il y a peut-être quelque chose à gagner pour eux. Mais le départ, c'est ça. Donc, faire la recherche. Et puis, les étudiants, etc., sont quand même moins chers qu'un ingénieur dans une compagnie. On peut le dire ici parce qu'on est parmi nous. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand même. Et l'étudiant est formé dans des choses très pratiques en même temps. Donc, c'est vraiment aussi pour l'étudiant, puis potentiellement des collaborateurs de la ville après. C'est tous des opportunités qu'on génère avec une collaboration intense. Moi, ce soir, je rencontre déjà 4 autres maires sur une régie d'aqueduc intermunicipal. Donc, je vais passer le message. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous. Merci. On a une prochaine question de Mme Yolène Lampron, qui est directrice générale de Saint-Elphège. Mme Lampron, vous pouvez ouvrir votre micro. Normalement. Je peux commencer par lire la question. Qui se demande si tout ça peut s'appliquer à sa municipalité qui est très petite, 300 habitants. Ils ont un manque d'eau à prévoir dans les prochaines années. Ils devront faire de la recherche pour trouver de l'eau. Elle se demande quelle méthode de recherche pour en trouver, méthode de forage, d'exploitation. Donc, Mme Lampron, je ne sais pas si vous êtes capable d'activer votre micro. Ah, oui. Oui. Bien, en fait, vous avez résumé ma question. Là. Nous, c'est vraiment ça ici. Présentement, on s'approvisionne, en eau par deux sources, dont une est presque tarie. Donc, là, c'est sûr qu'il va falloir aller, je ne sais pas, engager des professionnels là, pour pouvoir aller en recherche d'eau. Puis ensuite de ça, ça va être de quelle manière serait la plus avantageuse d'exploiter ces sources-là. Ouais, je peux dire déjà que moi, j'ai travaillé sur une station d'épuration d'eau usée. Moi, je ne suis plus dans l'eau usée, mais c'était 300 personnes. Donc, l'ordre de grandeur de la problématique, ce n'est pas toujours là qu'il faut avoir peur. Je pense que c'est le fait qu'il y a un problème, qu'il y a un intérêt scientifique, qu'il y a une façon de trouver de l'argent. Même si c'est un excellent étudiant qui veut travailler là-dessus, il n'a pas besoin d'argent. Il y a des étudiants qui ont des bourses parce qu'ils sont tellement bons, il faut les motiver à travailler sur un sujet. Puis moi, j'ai par exemple une étudiante qui travaille sur la toilette de compostage et aucun moyen que je vais trouver de l'argent pour faire ça, mais elle était motivée. Puis j'ai dit, OK, je donne une bourse parce que moi aussi, j'ai de l'argent un peu libre. Si c'est motivant, si c'est stimulant, si on résout un problème très important, il y a des chercheurs qui vont y aller même avec peu d'argent, peu de support, parce que c'est quelque chose d'important. De nouveau, ce que j'ai dit, il y a d'autres municipalités qui vont peut-être avoir la même problématique et qu'on peut mettre ensemble pour trouver des solutions. Il y a toujours des choses très particulières pour chaque situation locale, mais il y a aussi des choses plus générales qu'on peut regarder ensemble. Puis, c'est ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans tout ce qui touche l'eau potable, la recherche des sources, mais je suis certain que dans le centre, il y en a pas mal de gens qui peuvent travailler sur ça. Puis mettre en contact, mailler, ça se dit, faire le maillage avec des gens, c'est ce qu'on essaye de faire avec cette tribune.
D'accord. Merci beaucoup. Mais on est en train d'écrire là. Maxime est en train d'écrire les sujets. On va revenir chez vous pour en savoir plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore du temps. Si vous avez des idées de problématiques qu'on pourrait aborder dans les prochaines thématiques, est-ce que tu veux les remettre à l'écran peut-être? Ou bien, en fait, moi, je peux, oui, je peux le faire. Je peux le faire. Ça va prendre 2 petites secondes pour vous inspirer. Mais peut-être qu'on peut demander François Proulx en attendant que les gens... Oui, c'est ce que je me suis dit. Je ne sais pas si François est prêt à discuter comme ça. Mais François est toujours prêt à discuter, lui. Il a même... oui, il demande la parole. Il demande la parole. C'est bon. Voilà, François. Oh. François, normalement, tu peux ouvrir ton micro. Oh, non, je l'ai muté. Bon, ça va pas bien. C'est ma faute. Oui, il est là, je pense. Oui. Donc, toujours prêt à discuter. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, moi, je travaille à la Ville de Québec depuis plusieurs années. Puis, il y a une collaboration avec la chaire de recherche en eau potable avec, en premier, le professeur Serra, puis par la suite avec le professeur Rodriguez depuis 1990 à peu près. Donc, on est une très vieille collaboration. Et puis, je n'ai jamais eu de difficulté à défendre ce dossier-là auprès des élus parce qu'en fait, les bénéfices étaient là année après année. Au niveau des retombées, des problèmes qui étaient résolus par la recherche. Il ne faut pas tout le temps s'attendre à des résultats immédiats dans l'année. Il y a des problématiques plus complexes qui peuvent prendre plus de temps. Il faut se rappeler aussi qu'un étudiant, par exemple, maîtrise, c'est un projet qui dure à peu près, peut-être que Peter pourrait me corriger, mais à peu près 18 mois, jusqu'à l'écriture, à peu près 18-20 mois, parce qu'on veut habituellement compléter une maîtrise à l'intérieur de 24 mois. Et puis, le doctorat, c'est quelque chose qui est un petit peu plus long, entre 3 et 5 ans. On espère toujours 3. Il y a aussi quand même des stages qui sont que 3-4 mois. Il y a des stages, c'est ça, il y a des stages. Donc, on a toujours eu... en fait, des bénéfices par rapport à ça. Puis il y a des choses, des endroits même qu'on ne pensait pas qu'il y aurait bénéfice. J'entendais tout à l'heure, il y avait des régies intermunicipales. La chaire de recherche en eau potable a aidé beaucoup, entre autres dans l'aide à la décision, par exemple, en gestion de territoire, pour aider les municipalités à trouver, à identifier un problème, puis à trouver un compromis pour résoudre un problème. Donc, ça peut être aussi des voies de recherche, ce genre de dossier-là. Donc, c'est à peu près ça ce que j'avais à dire. Aussi pour la mairesse, je ne me souviens pas quelle ville, qui parlait des étapes à suivre, là, c'est sûr qu'il faut contacter des chercheurs. Je pense que c'est le but. C'est le but de la rencontre d'aujourd'hui, puis des rencontres qui vont avoir lieu en 2021. Mais aussi, il faut se préparer aussi à l'interne. Il y a quand même des étapes à suivre, ne serait-ce que, on parle d'entente à signer, mais aussi des lettres d'entente à signer, ensuite puis ensuite des suivis à faire pour le personnel. Mais ça, tout ce suivi-là peut être compté comme du in-kind. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En nature, contribution en nature. Contribution en nature. Donc, ces contributions-là comptent pour de l'argent. Donc, même le temps du personnel qui est mis en place, par exemple, pour des prélèvements d'eau, c'est de l'eau potable ou des suivis d'eau usée, ça aussi, ça peut contribuer pour des mises de fonds, mais en nature. Puis, oui, pour trouver, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, puis je pense que Simon veut ajouter aussi. Dès que vous avez maintenant un contact avec Centro, vous avez un lien. N'hésitez pas à envoyer vos questions, là, puis on va être très enthousiaste de répondre à ça parce qu'on l'a mis dans notre mission d'aider les municipalités et les villes. Puis, on va trouver des chercheurs. On en trouve des chercheurs. Il faut trouver des chercheurs qui trouvent, ça c'est le problème après. Mais on va trouver des chercheurs qui peuvent vous aider. L'autre chose, c'est, comme François l'a dit, vous avez une collaboration depuis 30 ans avec l'université. C'est clair que quand vous avez une
collaboration long terme, ça facilite énormément de choses. Un chercheur qui a déjà travaillé avec vous, vous connaît, il va facilement faire quelque chose entre les choses, même sans entente, ça facilite, puis on va régler ça après, il va dire, parce que c'est la confiance qui est là, ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, faire ce premier lien-là, faire ce premier ménage, puis avec une équipe de chercheurs, ça peut être plusieurs, mais souvent c'est avec une équipe qu'on commence à travailler. Ça permet d'avoir quand même une écoute très rapide sur des problèmes, puis des réponses très rapides. Et finalement, le chercheur va aimer être capable de trouver des solutions pour vous parce que ça va lui donner de la chance pour avoir d'autres projets avec vous qui sont financés. Parce que quand je regarde ma propre façon de faire, je fais souvent des investissements que je dis, OK, je vais faire ça, puis j'espère qu'il y a quelque chose qui va sortir parce que je vais bâtir cette confiance. Je vais montrer que je suis capable de résoudre une problématique, puis ça revient après. Donc, l'investissement de ce temps-là pour un chercheur, c'est souvent très bénéfique parce que ça revient après pour le chercheur. Il est stimulé avec des nouvelles problématiques. Et je suis certain que quand la tribune de municipalité fonctionne bien, il y a plein de chercheurs qui vont écouter chaque fois qu'est-ce qui se passe pour être capables de montrer leur volonté de travailler et d'avoir des retours finalement à long terme qui sont utiles pour eux pour faire de la recherche qui est applicable, qui est utile. Simon, je te laisse. Ce que je peux rajouter, j'ai des petits trucs à ce niveau-là. Il s'agit de réussir à identifier les jeunes chercheurs, les nouvelles recrues, là, la chair fraîche, là, puis, puis réussir à les fidéliser à votre cause. Puis la façon de les fidéliser, je l'ai dit un peu, c'est vous l'impliquez carrément dans l'équipe de la ville, vous l'impliquez dans des événements au niveau de la municipalité. Même si vous êtes des petites municipalités, vous l'impliquez le plus possible pour que finalement, vous valorisez ce qu'il fait. Puis généralement, le monde vous sont reconnaissants après. Là. J'ai un très bel exemple, c'est très récent, exactement ce que tu dis, Simon. On a un chercheur qui a commencé la première année à Rimouski, l'université de Rimouski. Il a discuté en entendant parler de tout ce qui touche la COVID dans les eaux usées, parce que je pense que vous en savez un peu aussi que ça commence à fonctionner. Lui a commencé à travailler avec la ville pour voir s'il serait intéressé, puis à son premier projet, il est là. Il travaille 1 an comme nouveau chercheur à l'Université de Québec à Rimouski, puis il a fait son premier, il a fait les démarches, s'est montré ouvert, il a eu le support de la ville, puis là, il est en train de chercher son premier agent pour aller faire ce suivi de COVID par eaux usées. Et ça, c'est l'initiative qui peut venir avec des jeunes chercheurs qui veulent se mettre à la service. C'est un des 3 volets de notre travail, c'est être à la service de la société. Il le fait comme ça. Good. François Pou, tu veux dire quelque chose, je sais pas? Oui, en fait, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que dans le cas de la Ville de Québec, ça ne s'est pas arrêté à la charte de recherche en eau potable, hein, ça a continué. Et puis les élus et même la direction générale apprécient tellement ce genre de partenariat-là qu'ils m'ont même libéré, moi, à temps plein, en fait, pour m'occuper exclusivement de la recherche, des contacts avec les universités. Donc, INRS sur le territoire de la ville, donc INRS, l'Université Laval, mais aussi UQTR. On a des collaborations aussi avec UQTR. Donc, nous, on n'a pas de limite, en fait, pour trouver des nouveaux filons pour nous aider dans nos problématiques. Merci. Merci, François. Il est déjà 15h25, donc ce serait l'heure du mot de la fin. Malheureusement, finalement, Mme Belchat, directrice générale de Réseau Environnement, ne peut pas être là, mais Mathieu Lanneville, qui est directeur général adjoint responsable des secteurs techniques, la remplace à brûle-pourpoint. Bonjour Mathieu. Donc, on va te laisser l'écran et la parole pour quelques mots de la fin. Merci Maxime et merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes aujourd'hui. Chez Réseau Environnement, on tenait vraiment à souligner cette belle initiative de Centro. On réalise qu'il y a vraiment un besoin des municipalités d'être mises en contexte avec le secteur de la recherche. Je pense que l'initiative qu'on a aujourd'hui de vouloir aider les municipalités à se mettre en relation avec le secteur de la recherche, c'est quelque chose qu'on salue et qui s'inscrit pleinement dans la nouvelle mission aussi de Réseau Environnement, qui est d'être le catalyseur de l'économie verte au Québec. C'est la raison aussi pourquoi on soutient cette démarche-là de Centro, qui est un de
nos bons partenaires qui étaient aussi disponibles la semaine dernière lors du symposium de l'eau, qui avait plus de 550 personnes. L'exemple que M. Barnabé a montré, là, que je pense que c'est qu'on voit vraiment qu'il y a un réel besoin des villes de s'associer avec des chercheurs parce qu'il y a des solutions innovantes qui existent, qu'il faut être en mesure de pouvoir diffuser. Et je pense que des plateformes comme celle-ci vont pouvoir contribuer à ça. Alors vraiment, là, félicitations à toute l'équipe de Centro, là, puis à tous les partenaires. Et Réseau Environnement, on est présent pour vous appuyer aussi là, dans cette démarche-là. Alors, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup pour le support, Mathieu. Merci. Un autre champion qui va nous aider. Peter, je te laisse les mots de la fin. On donne rendez-vous à tout le monde pour le 26 janvier à 13h45 avec François Proulx de la Ville de Québec qu'on a entendu tout à l'heure. Ça va être la première de plusieurs séries. Si vous avez des idées, vous nous les envoyez par courriel, par les médias sociaux. On est ouvert aux suggestions, mais la prochaine, ça va vraiment être au début janvier, à la fin janvier, pardon, sur l'approvisionnement en eau potable de la source au robinet. Que Peter, je te laisse les derniers mots. Le dernier mot, c'est si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'infolettre Centro, faites-le rapidement. Envoyez un courriel à Maxine, puis je vais remercier Maxine quand même et l'FQM pour tout le support qu'on a eu pour le développement de cette nouvelle idée. Puis avec les 20 municipalités qui étaient présentes, je pense qu'on a un bon démarrage. Parlez-en, puis j'espère qu'on peut partager de plus en plus de connaissances et des façons de résoudre des problèmes aux besoins des villes et municipalités. C'est un mot difficile, la municipalité, pour moi, c'est comme épidémiologie. C'est des mots qu'il faut vraiment pratiquer beaucoup. Mais je pense que c'est important que vous êtes là, puis qu'on vous écoute et je suis certain qu'on peut faire des choses à résoudre des problèmes concrets dans votre vie de chaque jour. Puis je vous souhaite donc une belle fin de la journée, puis on espère de se voir et de s'entendre plus tard. Donc la première fois, ça va être l'année prochaine déjà, en janvier 2021, sur l'eau potable et tous les problèmes d'approvisionnement. Merci beaucoup et bon après-midi. Bye bye.